Bienvenue dans la saison 2 de Conversation, le podcast de Space. D'abord, un tout grand merci. Vous avez été nombreux à nous écouter, à partager et à réagir à la première saison. Et franchement, ça fait chaud au cœur. Alors on est de retour avec toujours la même envie, tendre le micro à celles et ceux qui façonnent le monde des médias, annonceurs, agences, régies, experts, pour échanger, apprendre et s'inspirer. Parce qu'au fond, c'est ça qui nous anime chez Space. Créer du lien, oser voir plus loin et grandir ensemble. Connect, Dare, Grow. Conversation, le podcast qui connecte le monde du média en toute décontraction. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Conversation, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde des médias. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir une femme qui n'a pas froid aux yeux. Une personnalité affirmée, ancrée, toujours prête à relever les défis avec cœur. Naomi Osorio, Senior Media Operation Manager Belux chez Coca-Cola. Naomi est une femme entière qui incarne l'audace, saisit les opportunités, ne ménage pas ses efforts, mais c'est aussi une maman solaire qui croque la vie à pleines dents et pleine de passion. Dans cet épisode, elle nous raconte ses débuts sur les bancs de l'école, à son parcours dans les agences médias, jusqu'à son rôle actuel chez Coca-Cola. Et récemment, l'élection méritée de Media Advertiser of the Year. Mais aussi son amour pour la mode, son lien indéfectible avec son fils et sa manière bien à elle de jongler tout le temps entre ses 1000 vies. Spoiler, elle a un enthousiasme contagieux. Alors je n'en dis pas plus et je vous embarque dans une conversation passionnante, sincère et inspirante. Je vous souhaite une très bonne écoute. Ouais, c'est bien. Est-ce que tu t'es reconnue ? Ouais. Jongler entre 1000 vies, ça c'était... Ouais, je me suis reconnue. Ouais. Bonjour Naomi. Bonjour, Axel. Je suis ravie de pouvoir encapsuler ton histoire aujourd'hui dans le podcast Conversation de Space. Je voudrais simplement te demander comment tu vas aujourd'hui. Mais je vais bien, c'est vendredi, donc je vais très bien. J'ai de l'énergie, j'ai passé ma matinée aux urgences avec mon fils. Aux urgences avec tout va bien, mais okay. Voilà. Donc ça donne une bonne journée bien remplie déjà, mais je vais hyper bien. Ok. Naomi, est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire qui tu es ? Oui, donc je m'appelle Naomi, obviously. Et donc, je m'occupe de tout le média chez Coca-Cola pour la Belgique et le Luxembourg. Et donc, quand je dis média, c'est tradi, digi, influence marketing, expérience. Ça fait 4 ans que je suis chez Coke maintenant. Et avant ça, j'étais en agence média. Donc, avant Coke, j'étais chez UM, où j'étais client lead sur Coke. Donc, où j'ai travaillé avec Nat Loire et Yves Devaux, qui était mon client. Attends, tu vas trop vite. Ah, pardon. Tu vas trop vite dans l'histoire. On va pas tout raconter maintenant. D'accord. Est-ce que... Et je parle trop vite parce que non, ça, tu peux me le dire tu parles aussi, pas trop vite. C'est très, très bien. Ok. Mais tu as quel âge ? 34 ans. 34 ans. Ouais. Et tu habites à Bercel. À Bercel. Mais là, les gens ne savaient pas que je t'ai posé la question en amont. Tu habites à Bruxelles, donc tu travailles chez Coke. Oui. Et tu as des enfants ? J'ai un fils. Un fils. Qui a 3 ans, qui a eu 3 ans la semaine passée, ouais. Ah oui. Ouais. Et du coup, là, tu as dit ta fonction actuelle et tu as déjà commencé à spoiler ce que tu faisais, enfin, ton histoire, ta construction. Mais je voudrais commencer cette histoire par toi, Naomi, petite. De quoi rêvais-tu ? Comment tu t'imaginais plus grande ? Ouais. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé la mode et le luxe depuis toute petite. Et donc, en fait, moi, je me voyais styliste, avoir ma propre marque de mode quand j'étais toute petite. Ou danseuse classique aussi, puisque j'ai fait du ballet classique en pro pendant 15 ans. Oui. Donc, pas du tout dans les médias, en fait. Non, pas du tout dans les médias. Ouais. Et comment, du coup, cette histoire a évolué ? Parce que je sais, en préparant l'épisode, tu m'as parlé beaucoup de ta maman, de tes origines. Ouais, mais donc effectivement, mes 2 parents sont d'origine espagnole. Donc, on a une culture très espagnole et très méditerranéenne à la maison. On est une famille très proche aussi. Et effectivement, en grandissant, quand j'ai commencé à évoquer que la danse classique, ils m'ont fort épaulée, etc. Mais moi-même, je me suis dit, en fait, je me vois pas faire ça. Si je me blesse, c'est fini. Enfin, voilà. Et puis la mode, ma maman comprenait cette sensibilité-là, etc. Mais elle m'a quand même dit, attends plus, tu sais qu'en fait, c'est pas que dessiner des sketchs et des machins et tout imaginer. Il faut quand même coudre. Est-ce que toi, ça te tente ? Là, ça me tentait pas plus que ça.
Et puis mon papa, lui, il n'était pas du tout... il n'était pas chaud. Pas chaud. Pas chaud du tout. Parce que aussi, on est en Belgique, il y avait moins de débouchés à ce moment-là. Il faut aussi pas mal percer, je trouve, pour en faire vraiment son business. Donc lui, il n'était pas chaud. Ma mère, alors c'est pas qu'elle n'était pas chaude, mais donc elle me dit, je comprends, c'est bien, mais est-ce que tu te vois vraiment prendre des cours de couture, etc. Donc elle me cernait déjà quand même un peu... Donc voilà, et puis j'ai plus su ce que je voulais faire. Et puis je me suis dit, j'ai une bonne mémoire, ma tante est avocate, elle a son cabinet, je vais faire droit. Mais ça ne me bottait pas plus que ça. Mais tu t'es inscrite à l'université de droit. Je ne me suis pas inscrite, mais j'ai failli. Donc la dernière en réto, vraiment, le plan c'était, je vais faire droit à l'ULB, quoi. Ouais, je serai avocate. Ouais, voilà. Ma tante, évidemment, ravie. Ouais. Mon père, des étoiles plein les yeux, parce que lui n'a pas fait l'UNIF non plus, donc c'est vraiment, voilà. Ma maman, contente, mais en même temps, t'es sûre, c'est ce que tu veux faire, etc., etc. T'as bien réfléchi, il n'y a pas autre chose qui puisse te plaire. Et donc, en discutant avec elle, c'est vrai qu'on s'est dit, pourquoi pas la pub et le marketing, puisque, in fine, je peux peut-être bosser pour des groupes de mode ou de luxe. Et donc, voilà, j'ai fait l'IEX. T'as fait l'IEX. J'ai fait l'IEX. Et là, t'étais alignée pendant ces études? Ouais, franchement, après, alors moi j'adore l'IEX, mais c'est vrai qu'il y a une année, la deuxième année à l'IEX, qui était vraiment... moi je ne l'ai pas du tout aimée par contre. À quel niveau? Qu'est-ce qui te... Parce que la deuxième année, c'est une année où on a beaucoup de cours, etc. Ça, nickel, tout va bien, mais on a beaucoup de cours blocs pratiques. Ouais. Ok. Quand je dis cours bloc pratique, c'est tu prends ton matos, tu dois faire des micro-trottoirs, tu dois tout monter le soir parce qu'en fait, tu as des cours la journée, tu prends ton appareil photo, tu dois avoir ta caméra, plein de travaux de groupe. Dans ce sens-là, donc plutôt axé créa et prod, pas du tout mon truc. Ah oui, c'est pas ton truc. Pourtant, quand même, tu t'imaginais dans le luxe, sketcher, faire des choses. Mais ça, non. Cet aspect-là, non. Et donc, et qu'est-ce qui te bottait du coup? Qu'est-ce que tu... Moi, j'aime bien la créativité, mais dans la conception. Ouais. La créativité média, par exemple, ou la conception justement d'une robe ou d'un tailleur. Mais de là à passer à l'étape de production ou l'étape d'exécution, c'est moins mon truc. Et donc, me retrouver à faire des micro-trottoirs, pas mon truc. Donc, c'est vrai que cette année-là a été dure et j'ai voulu arrêter plusieurs fois. Et puis, je me suis dit, en fait, non, c'est pas moi d'arrêter. Donc, je continue parce qu'on m'a dit qu'effectivement, cette année-là était très comme ça. Et puis après, on peut un peu plus se diriger vers ce qu'on veut faire, ce qui est vrai. Ok. Et tu t'es dirigée vers quoi alors? Et donc, j'ai sélectionné le master en pub. Ouais. Et là, il y avait 2-3 cours majeurs à prendre. Bon, c'était plutôt des trucs comme ça, de communication commerciale, oui, c'est ça, une option. J'ai fait aussi, à un moment donné, on a pu faire un cursus de marketing de mode et luxe. Et puis d'ailleurs, pendant ma première année de master, comme on avait quand même moins de cours, j'ai suivi un master online avec l'Université de Madrid, en collaboration avec le L Espagne. Qui était un master de communication, marketing, mode et luxe. C'est ça. Donc là, tu te dis encore peut-être que je vais retrouver le milieu du luxe à un moment donné. À un moment donné. Et je l'ai un peu trouvé, parce qu'effectivement, quand j'étais chez Cara, je me suis occupée des groupes comme LVMH. Tu es arrivée chez Cara comment? Parce que Cara, c'est une agence média. Cara, c'est une agence média, effectivement. Donc, en master... En 3e année de bac, master 1, master 2, on commence à avoir plein de cours, donc des cours vachement créa, et puis des cours médias aussi. Et un de nos professeurs, c'était Bruno Liès. Ouais. J'ai adoré son cours, vraiment adoré. Et donc, en fait, moi, j'étais une des je veux dire, à l'IEX, c'était très axé créa, qui était intéressée par le monde des agences médias. Et donc, pour mon stage, j'ai postulé chez Cara pour faire mon stage. Et donc, j'ai fait mon stage là-bas pendant 5 mois. Premier contact contact avec les médias, c'était en agence pour ton stage. Ouais, en février 2015. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu découvres pendant ce premier stage? J'étais hyper impressionnée parce que, de nouveau... moi, je ne connaissais pas du tout, avant justement ces cours-là, je ne savais pas ce que c'était une agence média, mais ça m'avait fort inspirée. Et puis, quand tu sais que tu vas faire ton stage là, tu t'informes un petit peu. Donc, effectivement, tu te rends compte que ton prof, qui est Bruno Liès, dirige Cara, mais tu te rends compte que le groupe Aegis Media ou Dentsu, je ne sais plus exactement c'était quel nom à l'époque, mais était dirigé par Anne Bataille. Tu commences à lire un peu qui est Anne Bataille.
Ça en jette un petit peu. Ça en jette, ouais. Voilà. Donc ça t'intimide un petit peu. Ouais. Et puis voilà, le fait de se retrouver comme ça dans ce monde du travail. Toi, tu viens des études. Alors oui, effectivement, à l'IEX, on avait déjà bossé pour des vrais clients parce que c'est quand même assez dirigé, assez pratique comme étude. Mais ouais, c'est intimidant. Je dirais que j'étais intimidée. Tu te rappelles des premiers jobs? Qu'est-ce que tu faisais pendant ce stage? Est-ce que vraiment tu as... Beaucoup d'analyse de cibles. Ah ouais. Beaucoup de compétitives aussi. Ouais, évidemment. Et puis, mais je dois dire que l'équipe a été vraiment géniale parce qu'ils intégraient vraiment les stagiaires comme dans un vrai collègue de l'équipe. Donc tu faisais partie intégrante. Ouais, je faisais partie intégrante. S'il y avait des meetings, je pouvais y assister. Je me souviens qu'il y avait, je pense, 1 ou 2 fois par an où on invitait des clients. Genre, LVMH avait vraiment un grand meeting par an et j'avais pu participer à l'organisation du meeting. Ah oui. Ouais, donc ça, j'ai trouvé ça génial. Ah oui, parce que du coup, pendant ton stage, tu bosses pour LVMH. Ah ouais. Donc tu te rapproches, tu touches ton rêve. Tu te dis, c'est super, parce que là, tu as les deux, en fait. Ta passion pour les médias et la passion pour le luxe. Ouais. Trop bien. Ouais. Et du coup, comment ça évolue? Tu termines ton stage. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, tu sais déjà que tu veux commencer ta carrière dans les agences médias? Là, j'ai vraiment envie. Donc, effectivement, je fais savoir, parce que bon, quand on fait des stages comme ça, on a pas mal de réunions aussi avec les boss, etc. Bruno devait faire mon rapport de stage. Donc, et puis voilà, on s'est très vite bien entendu, on a très vite bien bossé ensemble. Et donc, je lui ai fait savoir que, effectivement, je serais contente de bosser là. Ouais. Bon, après, l'équipe chez Cara était au complet à ce moment-là. Mais donc, il m'a engagée chez Deep Blue. Ouais. Et autant, c'est vrai que j'aime bien la créativité, etc. Autant, je suis hyper carrée au niveau des chiffres. Ok. Genre, vraiment carré. Maladif. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Genre, mais qu'est-ce qui te... 623.22, c'est pas 623.24, quoi. Ok. Tu vois, voilà. On fait hyper attention. Les Excel, c'est ton... C'est mon truc, ouais. J'aime bien les Excel. D'ailleurs, moi, une après-midi comme ça, où je peux être sur un Excel sans réunion... Mais c'est mon gros kiff. Ah ouais? Ouais. Ok. Ouais, ça peut paraître bizarre. Mais... Non, mais écoute, c'est une passion comme une autre. Voilà. Mais donc, du coup, effectivement, j'étais assez branchée chiffres aussi. Et puis, je me suis dit, en vrai, pourquoi pas? À Deep Blue, c'est pas mal de research. Et en fait, ça m'a énormément appris. Oui. Au niveau des médias aussi, puisque pas mal de post-tests, de plein de campagnes différentes, de plein de secteurs différents. Les clients, dans les post-tests, il y avait du vous, comme il y avait du Bayer-Zorf, ouais, c'est ça. comme il y avait du Deutsche Bank. Enfin, voilà, il y avait un peu de tout. Et puis aussi, encore plus de rigueur au niveau des chiffres et l'esprit analytique aussi, parce que bon, c'est bien de voir tous ces résultats, mais après, il faut savoir quoi en faire et ce qu'on dit aux clients. Quelle est la leçon qu'on en tire? Exactement. Ouais. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an, je pense, une bonne année. Et puis, au moment où il y a eu de nouveau du mouvement chez Cara, du coup, j'ai rebougé chez Cara. Ah, mais t'as rebougé chez Cara. Ouais. Et là, t'es restée... Là, je suis restée 2 ans et demi, 3 ans, un truc comme ça, jusque mai 2018. Ok. Ouais. Et là, tu vois, tu bosses énormément ou t'as quand même encore... T'es toute jeune, là, t'as quel âge? Ouais. J'ai quel âge? C'était il y a... C'est il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Ouais, donc t'avais 24, 25. Ouais. Et est-ce que tes copains, tes potes, ils comprennent le métier que tu fais? Non. Qu'est-ce que tu leur dis? J'essaie de leur expliquer. Voilà. Ah, tu travailles dans la pub, mais donc tu travailles pour Bayer-Zorf. Ouais, leur dernier spot, j'ai pas du tout aimé. Mais c'est pas ça qu'on fait. Ah, mais alors tu fais quoi? Et donc t'essaies d'expliquer. Voilà, tu leur dis, tu sais, il y a des personnes qui font comme ça des plans médias. Tu parles aux médias? Non. Mais tu vois, tu te dis, cette publicité, c'est plutôt de la télé, de l'affichage, c'est compliqué, des réseaux sociaux. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, et tu décides ça comment? Écoute. Et à ce moment-là, tu es déjà avec ton mari? Ouais. Anto et moi, on s'est connus à l'école. À l'école? Ouais. Et du coup, vous évoluez tous les deux ensemble, en parallèle. Ouais. Est-ce que tu es quelqu'un d'ambitieux? Est-ce que tu as toujours été ambitieuse? Tu vois, là, quand tu retournes chez Cara, qu'est-ce que tu te dis? Quelle est ton ambition? Vers quelle direction tu as envie de prendre? Oui, je pense que je suis quelqu'un d'ambitieux. Effectivement, quand j'arrive comme ça, je suis toute jeune et je vois tous ces gens hyper inspirants. Parce que, j'ai parlé de Bruno, il y avait Anne Bataille, mais j'ai beaucoup bossé avec Sarah Asni aussi, Claudia Pachiti. Enfin, il y avait plein de gens comme ça que je trouvais hyper inspirants. Et moi, du haut de mes 24-25 ans... l'impression qu'ils étaient... Et en fait, c'était vrai. Ils étaient vraiment hyper compétents. Et je me dis, en fait, moi, un jour, j'aimerais bien être comme ça. J'aimerais bien que...
être aussi inspirante que ça. Qu'est-ce que tu entends par inspirant? Qu'est-ce qui t'inspire justement? Qu'est-ce qui te fascine? Mais je trouvais qu'ils avaient un leadership comme ça assez inné. Enfin voilà, en tout cas, les personnes que je viens de mentionner, quand elles parlaient, moi personnellement, j'avais envie de les écouter. Et voilà, ils faisaient quand même pas mal de présentations avec des grands groupes. Moi, j'avais plutôt l'impression que ces gens les écoutaient et que les gens apprenaient quelque chose en les écoutant. Et moi, c'est ça, j'avais envie d'être quelqu'un qui inspire potentiellement des générations plus jeunes et qui leur apprennent quelque chose. C'est ça, apprendre, transmettre. Ouais, transmettre, exactement. Et en fait, je me voyais directrice d'agence, quoi. Ah oui. Mais genre 25 ans après. Ouais, mais c'était un peu le goal. Ouais. Agence média, du coup. Agence média, ouais. Tu te voyais uniquement dans ce monde-là, à ce moment-là. Ouais. Et est-ce que... est-ce que tu t'es posé des questions en tant que femme qui débute justement dans ta carrière? Tu as quand même des ambitions, tu es avec ton mec. Est-ce que vous parlez d'enfants? Est-ce que tu te dis ça va? Est-ce que ça se cale? Est-ce que c'est vraiment un sujet? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a un peu travaillé? Oui, évidemment, ça m'a travaillé. Et puis bon, après, il faut savoir que voilà, on s'est mis ensemble très jeunes. Bon, ça c'est. Et puis, on a étudié dans des domaines différents, mais on a étudié, donc on n'a pas on n'a pas emménagé ensemble tout de suite. Et puis, on a acheté un appartement pendant qu'on travaillait, et puis on a voulu. Donc, c'était pas. On voulait avoir des enfants, mais c'était pas non plus obsession. Qu'on se disait, ok, on en veut très 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 jeune, parce que on voulait tous les deux. Savoir ce que c'était d'habiter ensemble, profiter d'un appartement qu'on a acheté, profiter de notre vie de couple. Pas chez les parents. Ouais, c'est ça. Faire des voyages, voilà. Et puis aussi, moi, je voulais quand même... comment est-ce que je vais phraser ça? Je voulais quand même être à un certain stade avant d'avoir un enfant. Quel stade? Genre vraiment une stabilité financière ou une stabilité... Enfin, plutôt un stade professionnel? Les deux. Les deux, oui. Tu avais un objectif... Stabilité financière, parce que j'avais clairement pas envie de galérer ou de compter mes sous au moment d'avoir un bébé. J'avais pas envie de stresser par rapport à une pression financière. Et puis, j'avais pas non plus envie que ça me bloque dans mon évolution de carrière. Ouais. C'était quand même quelque chose... C'était un sujet, ça, en fait, finalement. Oui, clairement. Oui, parce que... Alors, je pense qu'on peut avoir un enfant jeune et avoir une très belle carrière aussi. Hein. Je dis pas que c'est pas possible, mais en tout cas, moi, à ce moment-là, comme je n'en avais pas l'envie... profonde à ce moment-là, et qu'en plus de ça, j'avais quand même envie d'évoluer au niveau professionnel. Bien sûr. Je m'étais dit, j'attendrai... Priorité au boulot pour l'instant. Ouais. Ok. Et puis, tu débarques chez UM à un moment donné. Comment tu as débarqué chez eux? Alors, en 2017, je pense, j'ai participé au YMCA. Je ne savais jamais comment on dit. YMCA. On dit Moi, je dis YMCA. Le YMCA. Ouais, disons ça. C'est pas grave. C'est pas Strat Média. Il y a B qui nous dit non, c'est YMCA. Ah ouais, YMCA alors. Donc, je participe à ça en Strat Média et on le gagne. Ok. On le gagne. Est-ce que tu sais ce qui a fait la diff? Alors, du retour que j'ai eu des gens qui étaient dans le jury à ce moment-là, je crois, si mes souvenirs sont bons, c'était une très bonne compréhension du briefing. Ok. Et puis, une très bonne traduction média des objectifs business qui devaient être atteints. Ouais. Avec une approche qui partait de la cible, de l'audience. Fatalement, j'avais fait pas mal d'analyses d'audience. Tu connaissais. Donc c'était de ce que, des souvenirs que j'en ai, parce que c'était il y a quelques années maintenant. Mais t'étais confiante quand t'as fait les YMCA? Genre, t'étais intimidée ou tu disais facile? Non, facile. Moi, je me dis jamais facile. Ok. Moi, je peux me dire, je pense que je pense que je peux y arriver, mais je me dis jamais facile, parce que des gens compétents, il y en a plein. Ouais. Donc non, j'arrive, je me dis, je vais faire ce que je peux, je vais faire de mon mieux, et si je le gagne, tant mieux. Très bien. Et si pas, voilà. Oui. Mais effectivement, oui, je me suis donnée à fond, par contre. Donc ça, oui. Et puis, à l'issue de ça, c'est vrai que y a des gens qui te contactent. Ouais. Alors, jamais de façon agressive. Donc, jamais en disant, viens, je te débauche, machin, mais plutôt dans un esprit de conversation. Et j'avais une discussion avec Sylvie Hirzi à l'époque. Ok. Voilà, et l'issue de la conversation, c'était... en fait, ça a l'air d'être une super boîte.
Mais en même temps, moi, je me plais encore hyper fort chez Cara, etc. Donc, on reste vraiment une super conversation parce que, de nouveau, quelqu'un d'inspirant, Sylvie Herzi. Ouais. Donc, voilà, donc on s'était déjà parlé, etc. Et puis, en 2018, Clio, la responsable RH chez Media Brands, me contacte en disant on cherche quelqu'un pour s'occuper de Coke, pour bosser directement avec Nat Loire. Moi, je te connais déjà, etc. Est-ce que tu veux rencontrer Nat ? Et donc, c'est arrivé à un moment où chez Cara, c'était pas évident. Ok. Je l'avoue, parce que pas mal de gens étaient partis, n'étaient plus là. Un workload énorme, en tout cas pour ma part. Parce que moi, je me suis donné corps et âme à ce job. Et donc, je pense que, oui, effectivement, à un moment donné, il n'y a pas eu de burn-out, de choses comme ça. Mais par contre, savoir des petits stress d'aller au bureau, quoi. Alors, je continue à y aller. Jamais, moi, laisser tomber, c'est pas trop mon truc. Mais par contre, avec le recul, je me rends compte que j'étais potentiellement pas super heureuse à ce moment-là. Et donc, je me dis... why not ? Why not, en fait. Coke, ça a l'air d'être... c'est une marque iconique, déjà. C'est pas une marque de luxe, non, certes. Mais c'est un soft drink, mais c'est une marque iconique, c'est une marque inspirante. Et c'est potentiellement une marque qui te permet de faire des chouettes choses en médias. Ouais. Et donc, je rencontre Nat Loire. Et on a eu un entretien de 2 heures, je crois. Quand je suis sortie de l'entretien, j'avais 15 appels. Ma mère, mon copain à l'époque, qui est maintenant mon mari. Mais donc, tout le monde m'avait appelé. Et moi, j'avais l'impression qu'il y avait eu 45 minutes d'entretien. Mais 2 heures de discussion. Un gros match, un gros clic. Gros match. Tu sens que tu respires ou tu te dis, OK, c'est cette direction-là que j'aimerais prendre. Je me dis, d'office, ils doivent voir d'autres personnes. Donc, c'est d'office. Je sais pas si c'est moi ou pas. Mais en tout cas, si eux voient un match, si Nat voit un match, je pense que ça peut le faire. OK. Voilà. Et ça se fait. Mais je suis quand même pas bien, parce que, mon premier job, première boîte pour laquelle je travaille. Puis, il faut dire que c'était pas évident, mais moi, je trouvais que les collègues chez Cara étaient exceptionnels. Moi, perso, il y a des gens que j'ai connus chez Cara qui sont des amis aujourd'hui, 10 ans après, qui connaissent mon fils, je connais leurs enfants, etc. Donc, c'était pas évident, mais je fais le choix de le faire. Et... c'est pas facile de démissionner, de quitter en fait tes collègues, c'était plutôt ça. Mais la boîte, l'environnement dans lequel tu évoluais là, ça c'était OK. Je sentais que ça c'était OK. Mais vraiment les gens, c'était dur. C'est dur. Ouais. C'était dur. Et donc comment ça se passe ? Et donc je démissionne, je pleure beaucoup sur le parking rue Moulin-Papier. Oh, chouchou. Et puis je commence une semaine après, donc je prends une semaine. Ouais. Je prends une semaine parce que donc j'essaye de voir avec Media Brands si je peux avoir une petite semaine. Elle me dit pas de souci. Et là on me dit quand même des gens dans le secteur, tu vas travailler avec Nat Loire. Quand même, Yves de Voogd, pas toujours évident. Et donc là, je suis un peu paniquée. Et puis en fait, premier contact avec Yves, génial, en fait. Génial. Ça devient une personne de confiance, on s'entend bien, on n'est pas toujours d'accord. Je lui dis quand je suis pas d'accord avec lui. T'as pas peur de dire les choses ? Non, je lui dis quand je suis pas d'accord. Et alors, il pouvait me répondre, mais ce sera comme ça quand même. Parce que voilà. Et je dis OK, moi je suis quand même pas d'accord. OK. Mais puis voilà, c'est le client et on fait. Et donc on bosse comme ça pendant 3 ans et demi. Et qu'est-ce que tu en retires de cette expérience ? Quand tu regardes en arrière, qu'est-ce que tu te dis ? Sur Coke ? Ouais. J'ai appris comment fonctionnait tout un secteur. Ouais. Déjà, moi, j'avais aucune idée. J'avais jamais bossé sur des softs de ma vie, fatalement. C'est très différent d'un groupe comme LVMH, d'un groupe comme Beiersdorf. C'est pas du tout la même chose. Les choix médias sont potentiellement pas les mêmes, ou en tout cas, la façon de faire les choix médias sont pas les mêmes non plus. L'ancrage local, ça va paraître compliqué à dire, mais ou en tout cas... on va pas s'attendre à ce que je dise ça, mais l'ancrage local de Coca-Cola est plus fort que l'ancrage local de LVMH, par exemple. Ah oui, OK. Parce que y a énormément de directives au niveau de LVMH. Il y en a beaucoup au niveau de Coke aussi. Mais un ancrage local plus fort et une présence marché aussi beaucoup plus visible. Visible, oui. Et du coup, ça te parle. Et ça me parle. Bah oui, exactement. Parce que tu vois. Oui, je vois des choses...
Donc ouais, ça m'apprend tout un secteur, une façon, pas une nouvelle façon de faire le média ou de penser les strates médias, mais ça m'apporte la possibilité d'être plus créative dans la façon dont on élabore des strates médias, ce qui y a beaucoup moins dans d'autres types de groupes. Et ce qui est important pour toi aussi? Ce qui est très important parce que, alors je suis hyper chiffre et tout, mais il faut quand même un peu, je peux pas toujours faire des chiffres. Et donc apporter cette touche de créativité, d'innovation, de se dire, ok, les gars, on va tous se bouger, on va se challenger, on va faire un truc que personne n'a jamais fait ici. Ça, c'est quand même cool. Ouais, ça c'est cool. Donc ça apporte ça et puis des gens extraordinaires autant chez Media Brands que chez Coca-Cola. Est-ce qu'il y a des gens en particulier qui te marquent à ce moment-là? Bah oui, Nat Loire. Yves de Wucht. Ouais. Sylvie Hirzi. Et ils te marquent par leur expertise? Par leur expertise et aussi mais par aussi la confiance qu'ils avaient en moi, je trouvais, que je ressentais très fort en fait. Et ça donnait l'envie de encore plus te dépasser. Et ça me donnait envie parce que je me dis en fait ces gens croient en moi, donc d'office il faut que j'honore cette confiance. C'est ça. C'est des gens très compétents, c'est des gens qui sont aussi un peu, qui aiment bien le contrôle, qui aiment bien savoir ce qui se passe sur leur compte. Oui, bien sûr. Mais en me laissant quand même cette autonomie et cet espace pour grandir. Et ça c'était vraiment c'était cool parce que oui, je me suis beaucoup façonnée à ce moment-là aussi, quoi. Est-ce que tu te rappelles d'un échec ou d'une boulette que tu aurais pu faire à ce moment-là et comment tu l'as taclé? Ou un moment difficile plutôt, tu vois. Ouais, c'était pas spécialement ma boulette perso, c'était une boulette, une boulette. Comme ça arrive. Mais quand tu es responsable d'un compte, c'est ta boulette. Ta responsabilité. C'est ta boulette et tu jettes pas les gens sous le bus. Non. Et c'est à toi de l'expliquer. Et tu rassures la personne parce que d'autant plus si c'est une personne qui en fait très peu des boulettes, donc tu la rassures. Et puis, tu en parles à ton client, qui n'était pas spécialement content. Et tu te dis que tu vas essayer de mettre des choses en place pour que ça n'arrive plus. Tu as quel rapport, toi, à l'échec? J'aime pas. Parce que j'allais dire, j'ai quand même l'impression que tu as une personnalité où ça doit filer droit. Ouais, j'aime pas. Moi, ça, avant, alors moins maintenant, mais je me souviens de l'époque chez Cara et même chez UM parfois aussi. J'envoie un mail avec une pièce jointe, j'ouvre l'Excel encore 3 fois. Hein. Ah ouais, pour être sûr. Ouais. 623.22, c'est pas 623.24. Ah ouais. Tu vois, ok. Voilà. T'as une excellente mémoire. Ouais. Ouais. La meuf dans le contrôle. Ouais. Okay. Donc j'aime pas, mais en vrai, ça arrive. Oui. On peut se tromper, on peut oublier. Enfin, j'ai une bonne mémoire, mais j'oublie des choses aussi. Hein. Tu te flagelles pas pendant 110 ans ou quand même un peu? J'y pense. J'y pense. Voilà, peut-être les 2 nuits qui vont suivre. Je me dis, putain. Merde, quoi. Il faut que j'arrête avec le mot en paix, il ne faut pas que je le dise ici. Ouais, je comprends. Donc, ouais, mais voilà, c'est plus l'échec envers moi que. J'ai du mal avec moi, mais que quelqu'un d'autre fasse une erreur. Oui, c'est OK. Après, si tu fais la même erreur 15 fois, va falloir qu'on se parle, quoi. Mais voilà, ça peut arriver et je suis beaucoup plus compréhensive avec les gens qu'avec moi. Ok. T'es plus indulgente avec les autres qu'avec toi-même. Toi, tu mets la barre très, très haut. Ouais. Et dans ta vie perso, t'es comme ça aussi? Ouais. Ouais. T'as des grandes attentes des gens autour de toi? Ouais. Ouais. Parfois un peu trop. Parce que... allez, pas un peu trop, je suis pas imbuvable. Hein. Mais non, mais c'est vrai que moi, je jongle avec beaucoup d'aspects de ma vie et avec beaucoup de rôles aussi. Et j'attends parfois que tout le monde autour de moi fasse la même chose. Ouais. Et en fait, tout le monde ne peut pas le faire et puis tout le monde ne veut pas le faire. Tout à fait. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui, parfois, me chipote, me trotte un petit peu, mais que j'ai appris maintenant à laisser couler en me disant, en fait, voilà, tout le monde est différent et tout le monde ne peut pas, comme ça, assumer 15 millions de rôles sur 24 heures. Quoi. Mais c'est vrai qu'on est comme ça, on a tendance à croire... Que tout le monde est comme ça. Que tout le monde est comme ça. Mmh. Et ça, c'est quand même difficile parfois à gérer dans le quotidien ou mettre la barre très, très haute. Ouais. Ouais, c'est l'indulgence, en fait. Comme tu dis, tout le monde n'est pas comme ça. Voilà. Mais c'est une très belle qualité quand même. D'être comme ça. Je pense que c'est une très belle qualité et tout le monde ne l'a pas. Et heureusement que tout le monde n'est pas comme ça. Sinon, on serait des robots, on serait tous pareils. Voilà, et puis, ce serait moins intéressant. Ouais, Est-ce que tu arrives à gérer à ce moment-là
ta vie perso, ta vie pro, tu trouves qu'il y a un assez bon équilibre? Oui, je pense. Potentiellement, avant d'avoir mon fils. Oui, mais c'est ça le truc. C'est que tu compares avec ta vie de maintenant. Ouais. Est-ce que quand tu te remets exactement à ce moment-là, toi... Non, en fait, à ce moment-là, pas. Ouais. À ce moment-là, pas. Parce que, je le dis, je me donnais corps et âme à mon job. Et les premières années, en fait, j'irais plutôt chez Cara. Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Parce qu'en fait, je veux tellement bien faire... et je veux tellement pas décevoir et je veux que, en fait, effectivement, l'équilibre était moins présent. Mais quand j'ai bougé, c'est vrai que mes derniers mois chez Cara, je pense qu'au niveau de moi-même, j'étais pas très très bien. Et donc, là, tu te réfugies plus dans le perso à ce moment-là? Non. Non, même pas. Non, même pas. Ouais. Même pas. C'est juste que je me rends compte, mais je continue parce qu'en fait, parce que j'ai été engagée, parce que j'ai une responsabilité avec la boîte, avec mes clients, avec voilà. Et donc jusqu'au dernier jour. Moi, on allait me dire, Nao, tu rends ton ordi là maintenant parce qu'il est 19h. Quoi, ah ouais. Donc voilà, et puis chez UM, c'est vrai que j'ai travaillé à avoir un meilleur équilibre, en tout cas, entre pro, perso. Tu fais quoi dans ta vie perso? T'as des hobbies? Ouais, j'aime beaucoup le sport. J'ai fait 15 ans de ballet classique. Oui, c'est vrai. Quand j'ai arrêté, j'ai commencé à courir. Ok. Et puis aller en salle, et puis ça fait partie de ma vie, donc j'aime beaucoup le sport. Et puis, j'aime bien voir mes amis, ma famille, passer des moments comme ça, partir en vacances. J'aimais bien lire avant, je lis beaucoup moins maintenant. Oui, parce que entre-temps, tu as eu un enfant. On va y venir. Mais à ce moment-là, oui, tu arrivais quand même à avoir une vie, c'était quand même important pour toi. On va quand même être honnête, quand on n'a pas d'enfant et qu'on reste au bureau jusqu'à 19h30, franchement, ça va. Oui, ça va. On a encore toute la soirée après, on s'occupe de soi. Moi, j'avais un chat, c'est pas non plus que ça demande beaucoup de travail. Oui. Mais c'est vrai que du haut de nos 25, 28 ans, on se dit, c'est le bout du monde, on ne peut pas mettre un enfant là-dedans, dans cette vie, c'est infernal. Puis maintenant, tu te dis, si on est juste un peu plus efficace. Il faut juste s'organiser. Oui, c'est ça. Se dire, je sors du bureau, on va se faire un petit beauty à Oulart. Non. Maintenant, il faut s'organiser, quoi. Oui, on s'organise. Bon, du coup, tu fais 3 ans. Non, tu fais 3 ans chez UM? 3 ans et demi. 3 ans. Ouais. Comment est-ce que tu prends un nouveau virage? Alors, donc en fait, fin 2020, début 2021, une grosse restructuration chez Coke qui implique RH, etc. Donc en fait, toutes les personnes pour qui le job changeait pour plus de 50% doivent repostuler pour des jobs. Et puis les personnes pour qui le job restait le même pour au moins 50% pouvaient rester, quoi. Et donc, Yves m'en parle. Et je dis, Yves, tu vas devoir repostuler. Il me dit, non, parce que, en toute confidentialité, il me dit, non, parce que moi, mon job reste pour au moins 50% le même, mais de façon ultra confidentielle. Je pense que je peux le dire maintenant, il y a prescription. Il me dit, mais moi, je vais partir, Nao, parce que, voilà. Il me l'a dit dans le podcast. Donc, j'espère que je ne fais pas de gaffe. Non, tu fais pas de gaffe, il l'avait dit. Voilà, mais donc il me le dit de façon ultra confidentielle, mais parce que on a vraiment une relation de confiance, lui et moi. Et il me dit, mais donc sache que potentiellement mon poste va être publié en externe. Donc il y a d'abord en interne, mais en externe aussi. Et moi, je trouve que tu serais vraiment la meilleure personne pour me remplacer. Mais ça, c'est quand même un truc de dingue. Ouais. Que ton client, qui a X années, je sais plus, 13 ans chez Coke, te fasse tellement confiance au point de te proposer son job, en fait. Ouais, j'en ai un peu les larmes aux yeux. Mais oui, je vois que t'es émue. Oui, mais ça fait peur. Hein. Parce que moi, je dis, mais Yves, t'es sûr? Enfin, j'ai pas du tout... Comment tu reçois la nouvelle? Je dis, comme ça. Yves, déjà, il part. Enfin, moi, j'aimais bien travailler avec lui. Donc... Et puis, 2, est-ce que tu serais open de postuler, si jamais, parce que je pense que tu serais la bonne personne. Là, tu te dis, ouh. Ouais. Mais parce que le rôle impose quand même la personne que tu vas potentiellement remplacer, c'est quand même quelqu'un. Ouais. Et qui a beaucoup d'expérience. Qui a beaucoup de présence, qui est connu sur le marché. Tout à fait. Il a fait Coke pendant 13 ans, mais avant ça, il y fait avait Unilever, BNP, enfin voilà, donc... et puis je me dis, mais tu rentres chez toi, t'en parles ou pas? T'en parles à ton mari?
Mais c'était Covid, donc j'étais déjà chez moi. Ah, t'as raccroché, tu lui as dit, Non, écoute, je vais te dire un truc. Non, ça, pas tout de suite. Donc il est rentré, on a voilà, préparé à manger, enfin je sais plus. Oui, la oui. soirée, c'est vrai. Et puis T'as besoin de processer le truc. Je pense même que je ne lui dis pas le soir même. Ah oui. Je pense même que je dors dessus et que je lui dis le lendemain. Et comment est-ce que tu... Mais je sais pas quoi faire à ce moment-là. Ah ouais. Je sais pas quoi faire. Parce que là, on est juste au stade de potentiellement postuler. Potentiellement postuler. Mais tu kiffes UM, mais tu kiffes j'adore Coke. UM, mais je kiffe Coke. Mais chez UM, parce que chez Coke, une grosse partie de Coke, pour moi, en tant que candidate sur Coke, c'est Yves de Voogd. Oui. Yves de Voogd part. Oui, donc... UM, c'est beaucoup de personnes... Enfin, c'est le job aussi, hein, mais moi, je suis très personne, très relation, très... Alors, je dis pas qu'il faut être ami avec tout le monde, mais je suis quand même convaincue que pour délivrer du bon taf, si on a une bonne collaboration avec les gens et qu'il y a des bonnes vibes au travail... Parce que t'es hyper carré, mais t'es quand même un peu émotionnel. Hyper. Tu fonctionnes aux émotions quand même. Mais je suis hyper carrée pour les chiffres. Mais par contre, moi, les process et tout, c'est pas du tout mon truc. Hein. Ok. D'ailleurs, il souffre un peu chez Coke. Ok, c'est les chiffres, les process, c'est un peu plus compliqué, mais il faut de l'humain. Mais il faut beaucoup d'humanité. Il faut beaucoup rire. Ah oui, il faut beaucoup rigoler. Beaucoup rigoler. Ok. On peut être efficace sur 1 heure de temps, on peut être efficace 40 minutes, et puis on peut rigoler pendant 20 minutes. Ok. Quoi. Ok, d'accord. On a le contexte. Voilà. Donc, tu sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, et puis je me dis, de toute façon, pourquoi tu te casses la tête ? Non. Mais non. De toute façon, ce job-là, il devait d'abord le poster en interne. Donc, les gens en interne pouvaient postuler. Il fallait voir si les gens postulaient. Potentiellement, ils prenaient quelqu'un en interne. Et puis, en externe, il n'y avait pas que moi. Évidemment. Parce que voilà, c'était pas Yves qui disait, Nao fera bien le taf, prenez Nao. Non, c'est une boîte américaine, donc il y a des process à suivre. Et là, franchement, merci les process, parce que on en parlera peut-être après. Mais donc je sais pas, j'en parle pas à UM parce que je me dis, moi, j'ai pas envie de donner l'impression à UM que je veux partir, parce que c'est pas le cas. Si c'est pas pour ça, je ne pars pas. Et donc effectivement, Mais quand même, tu te dis potentiellement opportunité de fou. De ouf, ouais. Ça, t'en as conscience. J'en ai conscience parce que je me dis, est-ce que si, donc, là maintenant, quelques semaines plus tard, ils prennent personne en interne et effectivement, c'est externalisé. Et ça, Yves te le redit. Ça, Yves me dit, Nao, c'est le moment. Et là, je me dis, ok, mais en fait, c'est une opportunité de malade parce que lui, ça fait 13 ans qu'il est là quand même. On n'a pas le même âge. Certes, j'avais pas... Je reviens en 2015, j'étais potentiellement pas ça que je voyais comme mon but de carrière. Après, quand on bosse dans les médias, etc., tu te dis quand même, l'idée de bouger chez le client... Oui, ça traverse tout le monde. Oui. Ça traverse l'esprit de tout le monde. On se dit, on fait X années en agence et puis on finit chez l'annonceur. Exactement. Mais on finit chez l'annonceur. Oui, on finit. Moi, à ce moment-là, j'ai 30 ans. Oui, donc on finit pas à ce moment-là. On finit pas à ce moment-là chez l'annonceur. Mais je me dis, en vrai, si ça se trouve, j'aurais plus jamais l'opportunité. Oui. Ou dans 30 ans, ou pas. Jamais. Oui. Et donc, je me dis, en fait, fais-le, et puis on verra bien. Ok. Et donc là, tu te lances corps et âme Là, je me lance corps et âme parce qu'il faut faire une lettre de motivation et tout. Et il n'y avait pas de ChatGPT à l'époque. Il n'y avait pas de ChatGPT à l'époque, donc il faut s'y donner à fond. Et puis, c'est quand même quelques étapes, parce que donc il y a cette application online avec la lettre de motivation. Il y a un premier screening au téléphone qui se fait avec un gars de Londres pour voir si tu... Enfin, je me souviens pas des questions qu'il a posées, mais ça a duré peut-être 20 minutes. Qui lui donne le feu vert pour... oui, check aussi sûrement ton anglais, ce genre de choses. Exactement. Ta façon de répondre. Ouais. Ok. Ouais, et puis après ça, donc tu as online le coup de téléphone, et puis tu as un entretien, mais qui se fait donc par Teams avec 3 personnes. Donc, mon futur boss, directeur média central à l'époque, un futur collègue, qui est maintenant mon boss, et Yves de Voogd. Scène. Pression. Oui, la scène, parce qu'en plus de ça, dans les trucs comme ça... Scène, elle dit. Oui, parce que Yves, moi, je peux pas avoir la même façon de me communiquer avec Yves que d'habitude. Mais non. C'est en anglais. Alors, ok, je parle anglais, et maintenant, encore plus qu'avant, puisque c'est 70% du temps, mais c'est un entretien. En anglais, c'est pas ta langue maternelle, donc c'est déjà pas la même...
t'as pas la même assurance Mais non plus. Non, du tout. Parce que pour aller au bout de tes idées, pour etc., c'est plus compliqué. pour être sûr que tu sois bien comprise, pour... et puis voilà, ça dure 1 heure et en fait c'est très. Maintenant je connais le frame parce que du coup j'ai fait des entretiens pour engager des gens et je sais qu'il y a un frame bien précis de questions. Franchement, c'est très protocolaire. Tu as des questions de compétences, puis tu as des questions de behaviors, et puis de mindset aussi, etc. On te met en situation. Enfin voilà, c'est très complet. Et donc j'ai un bon feeling. Tu te sens... Mais je sais pas. Tu sais pas. Moi-même, quand j'ai un bon feeling, j'ai tendance à dire, ouais, je sais pas. Ah ouais. On voit le profil. Voilà. Je sais pas. Mais est-ce que tu te sentais à la hauteur? Est-ce que tu n'avais pas un syndrome de l'imposteur quand tu as même commencé ce processus? Est-ce que je suis légitime? Oui. Moi, Naomi, je me suis 5 posé ans la d'expérience question. à ce moment-là? 3 ans? Non. C'était en 2018. 3. 3 ans d'expérience? Non, pas. Non, mais non, c'était pas en 2018, c'était 2021. 2018, c'est quand je suis arrivée chez UM, 2021. Donc, et tu avais fait Cara avant. Ouais, donc 6 ans d'expérience. 6 ans, ouais. Est-ce que je suis légitime? Tu te poses ces questions? Oui, bien sûr. Évidemment, je me pose la question parce que tu te dis, effectivement, ça fait que 6 ans que je suis dans le métier. Ça fait 6 ans que je travaille, en fait. Ouais. Ça fait pas 6 ans que je suis dans le secteur, ça fait 6 ans que je travaille. Je vais remplacer quelqu'un pour qui j'ai énormément d'admiration et de respect, qui a une empreinte assez conséquente sur le marché. On n'a pas le même âge. Voilà, donc je me dis... la barre est haute. La barre est haute. Après... Mais ça t'excite aussi un petit peu, non? Ouais, c'était un challenge, mais je me suis jamais posé de questions en disant est-ce que je vais savoir faire le job? Parce que ça, je vais pas dire... Enfin, je me suis pas dit Nao, tu vas cartonner, mais je me suis dit, en fait... Ça fait 6 ans, mais je sais quand même de quoi je cause. Enfin, voilà, je m'intéresse. Je donnais déjà cours à l'IEX à l'époque. Ah oui. Ouais. Ça, c'est important de le dire. Oui. Tu donnes cours à l'IEX. Oui. Plus depuis cette année. OK. Mais j'ai donné cours à l'IEX pendant 4 ans. Trop bien. Oui. Donc, du coup, si j'arrive à transmettre ça. Du média, enfin, voilà, les bases du média planning à des étudiants de Bac 3, qu'on me demande de le faire, que je peux le faire pendant plusieurs années consécutives, c'est que je sais un peu de quoi je parle. Donc, tu as quand même une confiance en toi. Tu sais de quoi tu parles, tu sais de ce dont tu es capable et ce que tu ne connais pas encore. Et puis tu sais que tu taffes. Enfin, je veux dire que si j'ai des doutes, je vais travailler d'autant plus pour y arriver. Oui. Mais je me pose quand même cette question de la légitimité par rapport aux autres. Oui. Par rapport au marché, par rapport... Voilà, je me dis, est-ce que je vais être crédible, en fait? T'as un peu peur des qu'en dira-t-on? Oui. Mais ça, on reviendra dessus quand tu as fini ton processus. Oui. Donc, qu'en dira-t-on, ça, on en reparlera. Oui, j'ai peur à ce moment-là des qu'en dira-t-on. Mais donc, tu sors de là, contente. Je suis contente et tout. Et puis, je me souviens avoir eu Yves. Yves m'a appelé directement. Et je dis, ça va ça a été, non? Il me dit, oui, ça a été, mais bon, t'as oublié de dire plein de choses, hein, Nao? Tu donnes cours à l'IEX, tu donnes des formations, machin, et ça, tu comptais dire quand? Je dis, je sais pas, Yves, ça s'est pas mis et tout. Il me dit, c'était très bien, mais quand même, t'aurais pu dire plein de choses que tu n'as pas dites. Et donc là, je me dis... c'est foutu. Ouais, là, j'avoue. Ouais. Et donc voilà, et tu dois attendre quand même un petit temps avant d'avoir la réponse. Et donc là, et tu continues à fonctionner tout à fait normalement, tu laisses rien paraître. Tu n'en parles à personne. OK. Et donc, à quel moment la nouvelle tombe? Un vendredi. Tu te rappelles de ce que tu faisais? Oui. Qu'est-ce que tu faisais? Je tirais la chasse. Et tu vois ton téléphone qui sonne? Oui, et je me dis, putain, il faut que je dois décrocher, mais en même temps, il y a ce bruit de chasse, et je dois me laver les mains, et donc je me lave vite les mains, comme ça, et je prends mon téléphone. Et effectivement, c'était une femme que je ne connaissais pas du tout, qui était talent recruitment responsible, enfin, je ne sais pas quoi. Et donc, il te dit, Mark Seidel a décidé que ça allait être toi. Si tu acceptes, on t'envoie le contrat et la proposition financière. Parce qu'on ne te dit pas non plus... c'est pas une négo. Donc, on ne te dit pas, tiens, qu'est-ce que tu gagnes maintenant? On ne te dit pas ça. Donc, on t'envoie le contrat. Et tu l'acceptes. Tu revues le contrat. Si t'es pas d'accord, tu le dis et donc potentiellement il change quelque chose ou en fait il passe à quelqu'un d'autre. C'est ça. Et tu savais s'il y avait beaucoup de candidats? Non. Ça tu sais pas. Ok. Non, parce que il fallait garder un peu de confidentialité ici. Donc voilà. Et donc oui, j'ai vu le contrat et donc je me suis dit ouais, ça m'a l'air correct.
Et donc j'ai dit oui. Ouais. Et tu avais processé pendant ces 3 semaines, enfin ces X semaines qui sont passées entre le moment où tu as cet entretien et le moment où tu as la réponse. Tu te dis si je suis prise, j'y vais, ou tu as encore un espèce de doute qui plane Non, là je me suis quand même dit si je suis prise, j'y vais parce que j'ai pas fait tout ça pour rien Ça, non plus. Et puis je pense qu'en vrai c'est un signe aussi. Oui. Si je passe les étapes et qu'on me dit oui c'est toi, c'est Coca-Cola quand même. Mais on dit pas non. Tu dis pas non. Oui. Donc non, je dis oui. Et puis là, du coup, j'en avais pas parlé pendant des semaines, mais là, du coup, il fallait que je sois honnête ce jour-là, quoi. Ah donc oui. du coup, je mets un meeting à Nat, et j'ai dit vendredi après-midi. Et donc, je lui mets un meeting. Et c'était par Teams, parce que donc 2021, limitation bureau, etc. Et là, coucou Nao, comment tu vas et là, je commence à pleurer. Oh. Mais pleurer, hein, à chaudes larmes, Des vraiment. sanglots, quoi. Ouais, des sanglots. Elle me dit, mais enfin, qu'est-ce qui va pas Et je dis, mais j'ai été prise pour remplacer Yves. Et là, elle était hyper contente pour moi. Ouais, hyper contente pour moi. Et là, je me sentais mieux. Parce que, en fait, j'avais quand même l'impression de les trahir un peu. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, parce que tu n'as rien dit pendant tout ce temps. Non. Et puis tout d'un coup, tu débarques avec cette nouvelle de dire, en fait, sorry, mais je m'en vais. Ouais, c'était ça. Mais j'ai rien dit parce que j'avais pas envie qu'ils pensent que je voulais partir, quoi. Mais c'est ça. Oui, parce que tu ne serais pas partie, si on insiste là-dessus. Tu ne serais pas partie si c'était pas pour ça. Ouais. Et du coup, là, ça s'enchaîne. Ouais. Ça s'enchaîne parce que j'ai 6 semaines de préavis, je crois. Ouais. Et tu commences à le dire à tout le monde, tu t'en parles, t'es excitée, t'es stressée, Ouais, donc je le dis à mes proches. Ouais. Non, mes proches le savaient déjà, mes proches niveau perso, Oui. mais les gens proches niveau pro, j'ai quand même pas... voilà, parce que c'est compliqué parfois de garder... Puis même, j'ai pas envie que des personnes se retrouvent dans des situations un peu d'embarras, de pas savoir quoi dire et autres. Donc oui, je commence à le dire, mais il fallait attendre quand même que ce soit annoncé. Oui, annoncé, ouais. Voilà. Et là, tu avais entendu des petits... quand dira-t-on? Est-ce que là, ça revient, ça surgit, ou tu te dis, punaise... Oui, bien sûr. Je me dis, punaise, qu'est-ce que les gens vont penser, en fait effectivement, donc ça a été annoncé dans la presse, même le pub, etc. C'est chic quand même. Hein. Ouais, c'est gay. C'est quand même chic. C'est gay. C'est gay. D'ailleurs, c'est encore la même photo. Enfin, je sais plus où j'étais il y a quelques semaines. Il y avait l'event United for Influencers pour la certification. Et en fait, je me suis retrouvée à faire partie du panel de façon assez last minute. Et la photo qu'on avait utilisée datait de ce moment-là. Et donc, je me suis dit, waouh! Il est temps de changer les photos. Donc effectivement. Et là, j'entends via qu'il y a des gens qui sont super contents pour moi et super fiers de moi. Et j'entends effectivement que certaines personnes, j'espère des personnes qui ne me connaissaient pas à ce moment-là, émettre quelques doutes, quoi. Comment ça se fait qu'elle est arrivée là, et potentiellement elle a été pistonnée par Yves. Voilà, elle est jeune. On ne croit pas en tes capacités intellectuelles, pas... Mais de nouveau, est-ce que c'est vraiment ce que les gens pensent, ou c'est des espèces de conversations de couloir, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, c'est arrivé jusqu'à moi. Ouais. Et ça ne te met pas dans une chouette position. Non. Parce que ce qui est... De nouveau, je ne sais pas là-dedans ce qui est vrai ou pas. Mais en tout cas, ce qui est revenu vers moi, c'est... Elle est jeune, probablement pistonnée... reste à voir ce qu'elle sait faire, parce que j'aime bien la mode, j'aime bien m'habiller, j'aime bien m'apprêter, donc c'est vrai que je suis en général assez apprêtée, assez coquette, donc les raccourcis sont vite faits. Et ça, je trouve ça dommage. Et j'en ai quand même beaucoup souffert. Pendant longtemps. Et c'est là où ton syndrome de l'imposteur finalement surgit super fort. Super fort. Et même encore maintenant. Hein. Alors que, voilà, tu l'as dit, Emilia Vizer of the Year, machin. Même encore maintenant, parfois, j'ai quand même un peu ce truc de « Tiens, est-ce que je suis légitime pour aller parler là, ou faire cette presse-là, ou faire une remarque ou Et quoi, parce que t'es jeune? Parce que t'es une femme? Ouais, parce que je suis jeune, peut-être. Ouais.
Je dirais pas parce que je suis une femme. Ça pas... Non, parce que je pense que voilà, il y a quand même pas mal de femmes dans le et même dans notre industrie qui lead beaucoup de choses. Mais ouais, parce que t'es jeune. Ouais. Moins maintenant, évidemment. Oui. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'en ai quand même vachement souffert. Et tu ressens le besoin, du coup, d'en faire plus et de prouver encore plus? En tout cas, de ne pas baisser ma garde, ouais. Et tu essaies de délivrer encore plus efficacement. Parce que du coup, tu dois avoir peur au début, genre quand tu dois faire des présentations, d'être sûr d'être dans la transmission. Et justement, ces femmes que tu avais eues comme exemple, de pouvoir répéter, dupliquer ce que tu... entendu, vu et tout ce que tu as acquis en fait. Oui, tout à fait. Donc oui, effectivement. À ce moment-là et encore même maintenant, j'essaye. C'est pour ça. Mais après, j'ai toujours adoré présenter aussi. Donc j'aime bien. Enfin, j'ai donné cours à l'EX pendant 4 ans. J'aime beaucoup ça. J'ai fait le marketing college à l'UBA. Ok, ouais. 2 fois par an pendant quelques années. J'ai présenté à l'UMA aussi. Co-hosté avec Mathias pendant 2 ans. Donc, j'ai toujours bien aimé faire ça. Mais de nouveau, c'était toujours dans l'UMA, c'était dans mon rôle de Clarity Turco. Voilà. Donc, donc, le syndrome de l'imposteur, très fort à ce moment-là. Moins maintenant. Ça peut parfois avoir des un peu popé, comme ça. Ouais. Et donc, à ce moment-là, tu n'es pas maman quand tu es engagée chez Coke. Parce que là, tu dis, tu vas devoir bosser. Oui, mais est-ce que tu es prise de stress même? Est-ce que tu vois, là, c'est de nouveau un sujet, la question de l'enfant à cette période-là? Alors, non, pas comme première préoccupation. Ouais. Mais c'est vrai que c'était une période qui était très rude. Parce qu'en plus, quand moi j'arrive chez Coke, Yves n'est déjà plus là. Ah oui. Je pense que lui, ses dernières semaines, c'était en mai-juin. Et moi, j'arrive en juillet. Donc, il y a eu déjà un moment où lui n'était plus là et donc il y avait personne, mais on savait que moi, j'allais arriver. Ouais. Donc, en fait, je faisais déjà un peu parfois les deux. Ah oui, c'est ça. Et c'était marrant parce qu'en fait, je préparais mon handover chez UM. Il n'y avait pas encore quelqu'un pour me remplacer sur des sujets que j'allais traiter. Ah oui. Enfin, si on prend une campagne, Best Coke Ever 2021. OK. Cette campagne, je l'ai commencée au niveau de la strat média chez UM. Et puis, on l'a exécutée, une grosse partie. J'étais chez Coke. Ah oui. Et donc, là, tu vois l'envers du décor aussi. Là, tu vois l'envers du décor. Et je me souviens de cette campagne parce que donc, Yves, c'était ces dernières semaines, ces dernières semaines chez Coke. Et donc, il avait plus tendance à me dire... Alors, il m'a toujours fait confiance, mais il avait plus tendance à me dire... éclate-toi, en fait. Ouais. Et donc, cette campagne était extraordinaire. Enfin, moi, j'ai adoré. Je me suis hyper fort amusée sur cette campagne. Et puis j'ai vu l'envers du décor. Mais en même temps, il n'y avait personne pour me remplacer chez UM à ce moment-là. Donc, c'était bosser beaucoup avec Nat de nouveau. Mais de nouveau, c'était ma boss pendant 3 ans et demi. Et là, tu deviens la cliente. Et là, je deviens sa cliente. Bizarre, quand même, comme ça truc. Ça n'a pas beaucoup de... Mais bon, on a continué à bosser ensemble comme on bossait ensemble avant. Mais en même temps, Coke est en pitch. Ouf! Global. Donc, la décision ne nous appartient pas, ni en Belgique, ni en Europe. Donc, c'est vraiment un pitch global. Parce que d'ailleurs, effectivement, j'ai participé à des réunions, etc., pour le pitch étant en agence. Et puis après, je bouge chez Coke. Ce pitch suit son cours. Donc, à ce moment-là... gros sujet, il se passe plein de trucs. Il se passe plein de trucs. Moi, j'espère très fort que ce soit UM qui reste. Cette année-là aussi, cet été-là, je reçois les clés de ma nouvelle maison. On entame de gros travaux. Et puis, mi-octobre, je me rends compte que je suis enceinte. Ah, c'était pas prévu, ça? Pas à ce moment-là, en tout cas. Donc, je me rends compte que je suis enceinte. Voilà, je me rends compte que je suis enceinte, je viens d'arriver dans la fonction, donc un peu stressée quand même de dire à ton boss, en fait, je vais accoucher, ça fera 1 an que je suis là. En même temps, on a les travaux dans la baraque, et en même temps, il y a ce pitch. Bref, 15 novembre, la décision de pitch est tombée, et ça a été annoncé. Enfin, ça n'a pas du tout été bien annoncé. C'est-à-dire que... non? Non, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens même chez UM qui ont vu la news dans la presse américaine, avant même que nous, on le sache en interne.
Donc moi, je me sentais évidemment pas bien parce que non. j'aurais bien voulu l'annoncer moi-même. Mais évidemment. Donc, effectivement. Et toi, tu le savais même pas? Non. Ah non. Et tu crois que ça, c'était... On s'en fout de cette question. Non. Non, je pense qu'en fait, c'était un très gros pitch parce que donc, on pitchait pas uniquement au niveau du média. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle c'est WPP qui avait été sélectionné. C'est parce que c'était cette envie d'avoir toutes les capabilities de communication au sein du même agence, groupe. Ouais. Donc, c'était un très, très gros pitch. Et puis, on sait comment ça va. Oui, bien sûr. D'autant plus qu'on sait les US, décalage horaire, machin. Voilà. Ouais. Donc, très bien, 15 novembre, voilà. Et puis, on t'annonce que la transition doit être faite et complétée et finie pour le 1er janvier. Oh, punaise. Ouais. Oui, donc toi, t'es au four et au moulin, là. Ouais. Pas Bébé, évident. Ouais. Début de grossesse. Début de grossesse. Donc, moi, j'étais KO. Vraiment, je fais jamais de sieste. Mais alors là, à ce moment-là, j'avais 10 minutes où j'étais assise, je m'endormais. Enfin, c'était lourd, j'étais malade. Elle nausait tout le temps, H24. Enfin, c'était... Heureusement qu'il fallait pas aller au bureau comme on va au bureau maintenant. Heureusement. Parce que j'étais vraiment pas... Non. Ta maison en chantier. Ma maison en chantier, heureusement. On avait la chance de continuer à vivre dans notre appartement pendant tous les travaux. Okay. Donc ça, c'était assez confortable. Mais ouais, c'était pas évident. On change d'agence. On change d'agence. Tu prends ce nouveau job. Je prends ce nouveau job. L'agence, embarquer un client comme Coke, c'est pas évident. Non. En 1 mois et demi de temps, avec les vacances de Noël entre les deux, bof, quoi. Ouais. Donc, pas spécialement prêt, ce qui est logique. Et tu as essayé de pousser justement comme tu viens d'agence, que tu sais comment ça fonctionne. Est-ce que tu as essayé de retarder un peu les délais, etc. Oui, effectivement. Donc, moi, j'en avais parlé avec Nat Loire, j'en avais parlé avec Corinne Verstraeten aussi, en disant, est-ce qu'on laisserait pas les campagnes Q1 chez UM, puisque de toute façon, elles ont été planifiées. Est-ce qu'on ne ferait pas l'exécution de la campagne via UM? Et alors, nous, on commence à vraiment bosser ensemble sur les briefings Q2 et puis sur onboarder le client, etc. Tout le monde était aligné. Et Nat, et Corinne, et nous, tout le monde, mais l'Inter ne voulait pas. Ouais. Donc, l'Inter ne voulait pas. Et du coup, tu le fais. Et du coup, je le fais et je me retrouve en décembre à signer des espèces de bons de commande moi-même, quoi, en affichage. Parce que j'avais des deals avec Clear et Deco et il fallait les signer. Oui, c'est ça. Mais personne ne voulait les signer. Donc, donc je les signe. Écoute. Voilà. Et donc, ta grossesse, comment tu l'abordes? Est-ce que c'est stressant pour toi d'aller l'annoncer chez Coca-Cola? Oui, c'est stressant. C'est hyper stressant parce que tu te dis, j'ai pas envie non plus que le mec se dise, elle a trouvé la bonne planque, on l'a engagée, et puis elle tombe enceinte, et puis elle sera pas là. Mais en fait, au moment même où je l'ai annoncé, tout le stress est parti. Ah ouais. Parce que il a été hyper adorable, hyper compréhensif. Il m'a dit oh great, you will be off for a year then. And I'm like no. 3 mois. 3 mois. Allez, 4 mois et demi peut-être, mais au max. Au max, parce qu'il me dit 6 months. No, it's 3 months in Belgium. Oh, why? I don't know. Donc hyper dis-nous s'il y a des choses qu'on peut faire pour toi, etc. Donc trop bien. Oui, trop bien. Et en fait, là je commençais à arriver au terme des 3 mois, je pense. Plus ou moins. Parce que je l'annonce à 3 mois, fatalement. Oui. Et je commence à me sentir mieux. Et là, du coup, est-ce que tu es un peu stressée de te dire, punaise, tu prends ce nouveau job, il y a 1 million de choses à faire, c'est un véritable chantier, on change d'agence, tu dois apprendre à travailler avec une toute nouvelle équipe, meuf, t'es enceinte, Est-ce que là, tu arrives à gérer tout ça? Est-ce que tu as même prise de panique en te disant, est-ce que ce bébé a sa place dans cette vie de... Non, prise de panique, non, parce que alors, moi, à partir du moment où j'ai su que j'étais enceinte, j'étais déjà une maman. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi, mon fils, je lui parlais tous les jours. Okay. Tous les jours. D'ailleurs, quand il a commencé à bouger, le matin, je me levais pas tant que j'avais pas eu des petits coups. Pour pas le réveiller. Non, parce que j'étais hyper stressée. Ah ouais. Oui, parce que ça aussi, j'avais peur que la grossesse se passe pas bien et tout. Donc... parce qu'il y a eu un cas dans ma famille où, au terme de la grossesse, le bébé est décédé. Ça m'a très fortement marqué. Et donc, moi, c'est vrai que c'est un stress qui m'a accompagnée tout au long de ma grossesse. Et donc, moi, j'étais là,
coucou, t'es là, tu bouges, tu vis. Donc, je me suis pas dit, est-ce que ce bébé va avoir sa place ? Non. Tu lui fais sa place lui fais directement. Sa place. Voilà. Et du coup, tu organises déjà ta vie un peu à ce moment-là, t'essayes de... Non, à ce moment-là pas. Enfin, on vient de changer d'agence. Non. Et puis, je dois apprendre moi aussi à prendre ce rôle de client. C'est ça. Parce que pendant 6 ans, c'est toi qui as fait les plans, c'est toi qui étais dans les flowcharts, c'est toi qui appelles les régies. Enfin, tu dois faire... Et alors... Effectivement, enfin, si tu demandes aux gens qui étaient chez Mediacom et qui s'occupaient de Coca à ce moment-là, ils te diront potentiellement, elle change encore le flowchart elle-même, quoi. Ouais. J'avoue. Donc oui, ça c'était un peu. Donc non, je me suis pas. J'ai pas commencé à m'organiser encore à ce moment-là. J'ai pas ralenti la cadence non plus. Mais t'étais quand même stressée. J'étais stressée, mais je ralentissais pas non plus. Ouais. Parce que j'avais pas envie. J'avais envie déjà de partir en congé mat. L'esprit tranquille. C'est ça. Donc, j'ai essayé de faire un maximum de choses avant, de clôturer vraiment, limite, certains budgets de l'année qui allaient suivre. Tu gérais déjà. J'ai déjà commencé à faire des esquisses pour... J'ai accouché pour 2023. Ah ouais. Donc, mais en même temps, on ne trouvait personne pour me remplacer. Oui, j'allais dire, tu avais un remplaçant, comment ça s'est passé ? Oui. oui. Mais ça a été dur parce qu'en fait, de nouveau, d'abord, ils postent l'annonce en interne. Ah oui. Personne qui postule pour mon job en interne. Personne. Et donc, on se dit, on va faire l'externe. Mais l'externe, c'est chaud parce que tu prends qui ? Oui. Quelqu'un qui est en agence maintenant ? Non. Ouais. Un freelance. Un freelance, mais de où ? Enfin, voilà. Et en fait, à ce moment-là, on arrive à la conclusion de se dire, OK, peut-être que la personne qui est à l'agence maintenant, qui s'occupe du compte maintenant, comme cette personne est déjà au courant de plein de choses, peut-être que ça peut faire sens. Et donc, on fait ça comme ça. OK. Et ça, tu es tout à fait confiante, tu n'as pas peur pour ton job. Confiante, mais je prépare quand même un over de malade, avec 45 millions de couleurs faits, mais on attend réponse. Enfin, voilà, plein de trucs en jaune, pas oublié, enfin, des trucs comme ça. Et puis, la personne qui me remplaçait n'allait pas super bien, je pense. Et en fait, elle est partie. Elle n'a pas été jusqu'au bout ? Disons que j'ai reçu un WhatsApp, j'étais dans la salle de bain de ma chambre d'hôpital. Ah oui. Et puis là, je me suis dit... Et puis je me suis dit, non, faut pas C'est déconner, autre chose à faire, tu vois. J'ai accouché. J'ai autre chose à faire, je suis KO et tout, tant pis. Enfin, tu vois. J'ai vraiment autre chose à faire. Au pire, je retrouve un chantier, mais... ouais. Mais donc, ouais, et en fait, j'ai dû être alitée pendant 4 semaines. Avant. Normalement, il voulait m'arrêter. Junior m'a dit... je pense qu'il est temps d'arrêter. J'ai dit non, je vais m'ennuyer et tout, je vais devenir dingue. Oui, vous savez, vous pouvez regarder des séries, des machins. Je fais oui, ça c'est bien 2 jours, mais après moi je m'ennuie, donc je vous promets, pas conduire. Je dis non, je conduis pas. Et il me dit vous restez allongé et tout. Je dis oui, ok. Donc je me vois avec encore avec mon énorme, un bide énorme, mon ordi là parfois posé dessus. Et en réunion, parce que du coup, il y a quand même 80% de mon job, c'est quand même beaucoup de meetings, hein, réunionnité aiguë chez Coca-Cola, à donner des ordres à tout le monde. Et ça, t'aimes bien, ça, ce côté, parce que du coup, tu trouves un peu ce côté leadership que tu admirais. Oui, après, quand j'y donnais des ordres, c'était gentiment. Non, mais bien sûr. Mais oui, organisé, oui. Ouais. Et qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton job aujourd'hui, maintenant, avec un peu de recul ? Qu'est-ce qui te fait vibrer ? J'aime bien le fait de pouvoir aussi prendre des décisions. Ouais. Parce que quand j'étais en agence, parfois, je croyais très, très fort dans une idée, mais il suffit que le client n'y croit pas ou potentiellement, il y croit, mais il n'a pas envie de prendre le risque parce qu'il a aussi beaucoup plus d'inside business derrière que moi, etc. Du coup, si le client dit non, c'est non. Là, en l'occurrence, le client, c'est moi. Donc, si j'ai vraiment envie de faire un truc méga créatif parce que je pense que ça peut avoir des bienfaits pour le business, tu le fais. Je le fais. Donc ça, c'est trop cool. Tu as changé un peu ton rapport à l'agence maintenant que tu es de l'autre côté, ou est-ce que tu penses différemment, ou est-ce que maintenant tu comprends des choses que... Non. Enfin, non, j'ai pas changé mon point de vue sur l'agence. D'ailleurs, je suis ultra compréhensive, mais j'ai une façon de travailler avec mon agence parce que il y a eu toute cette période où on s'est un peu cherché, etc. Il fallait construire l'équipe. Mais maintenant, j'ai une équipe de rêve. Moi, j'adore. Ma client lead, c'est Constance de Grandry. Voilà. Okay. Et elle est extraordinaire. Toute l'équipe derrière, parce que donc il y a des gens qui bossent dans le département créatif chez Sense Mediacom, des gens en influence marketing aussi. Ouais.
Et il y a une petite core team Coke qui s'est créée. Et on bosse très bien ensemble, mais on bosse vraiment en tant qu'équipe. C'est-à-dire que oui, je suis la cliente, donc parfois je dois prendre ce rôle de cliente, mais je les considère comme des collègues. Autant mes collègues que mes collègues chez Coke. Ça. Je vais pas dire pas plus, parce que c'est pas plus, mais je bosse encore plus avec eux, parce que fatalement, on a la même expertise. Évidemment. Et on bosse comme ça très en collaboration. D'ailleurs, je passe 1 jour par semaine, je bosse de chez WPP. Et puis Constance, qui est la client lead, elle vient 1 fois par semaine chez Coke. Vous voyez vraiment souvent. Oui. Donc on bosse. Alors parfois, on donne des briefs de façon hyper cadrée, etc. Et puis parfois, quand il s'agit de construire les plans pour l'année prochaine, on n'a pas encore énormément d'informations sur les concepts créa ou autres, mais on sait, ça c'est les enjeux business pour l'année prochaine. Ça, ce sont les budgets totaux, les marques qu'on va activer, les temps forts, les discussions avec l'embouteilleur. Plutôt que de dire, les gars, that's it, maintenant vous allez bosser et vous revenez dans 3 semaines. Et puis, je leur fais un retour par mail en disant, je suis pas d'accord parce que si, et ça, chercher un peu plus ça. Vous allez plus en discuter. On va en discuter et en fait, on va faire un ensemble. méga Excel. Ouais. Méga Excel, La important, Bible. mais évidemment. C'est notre Bible. Et en fait, cet Excel est notre outil de travail au quotidien. Et on bosse ensemble, en fait. C'est ça. Et quand tu deviens maman et que tu reviens au travail, est-ce que là, vraiment, tu dois t'organiser différemment? Est-ce que ta vie change? Un vrai les horaires, déjà. Ah oui. Parce que même enceinte, de nouveau, rentrer à 19... Oui, pas de problème. C'est pas de problème. Mais par contre, quand tu as un enfant, c'est un peu plus chaud. D'autant plus que moi, mon mari est indépendant. Chauffagiste indépendant, donc des grosses journées aussi. Des grosses journées, c'est pas tous les jours la même heure, le même endroit. Donc du coup, c'est moi qui fais tous les trajets. Ah oui. À part 1 jour par semaine. Matin et soir. Matin et soir. Ah oui. J'ai la chance d'avoir mes parents qui vont récupérer maintenant à l'école et avant à la crèche. Donc moi, je fais le pick-up chez mes parents. Ça permet quand même d'être moins stressée. Mais il faut s'organiser parce que on n'arrive pas au bureau à la même heure. On ne quitte pas le bureau à la même heure. Il faut organiser le travail, la même quantité de boulot. Ah bah oui. En moins de temps au bureau. Ça. Mais par contre, on apprend qu'on peut optimiser son temps. On peut faire des calls dans sa voiture, sans regarder, évidemment, mais on peut faire des calls de sa voiture. On peut aussi faire des calls pendant qu'on fait son sport. Pas avec tout le monde, mais... Clairement, si j'ai un call avec l'agence, avec qui j'ai une super relation, tu peux faire ton call. Je peux être sur mon tapis, oui. quoi. Voilà. Tu essaies d'optimiser. J'essaie d'optimiser un peu mon temps. Mais c'est hyper stressant quand au début, quand je dois reprendre le boulot, moi, j'ai pas envie de reprendre. Je dis sincèrement, j'ai pas envie. Tu as envie de rester avec ton bébé? J'ai envie de rester avec mon bébé. Ah ouais, donc vraiment la séparation est difficile. La séparation est très difficile et parce que de nouveau, j'ai échangé avec plein de femmes et il y en a qui disaient ouais mais bon moi j'en avais marre, j'avais l'impression d'être enfermée, d'être que avec mon, j'avais envie d'être avec des vrais gens, de pas parler de couches, etc. Mais moi j'ai eu un congé maternité exceptionnel. Ah ouais. J'ai accouché le 21 juin. Oui, donc c'était l'été. J'ai fait des lunchs, des brunchs, des barbecues. Je suis partie en vacances 2 ou 3 fois pendant mon congé mat. Enfin, donc, j'ai pas du tout eu cette impression d'être restée enfermée chez moi. Ouais. Et puis, j'avais un lien avec mon fils que j'ai toujours. J'ai un lien, oui. Très fort. Et donc, j'avais pas du tout envie de le laisser. Donc, c'était dur quand t'as repris. Hyper. Et en plus de ça, je reprenais le 7 novembre. Et le 21 novembre, on avait notre All Hands Meeting à Milan. Donc, en fait, là, en plus d'aller au bureau, je devais ne pas le voir pendant 3 jours. Oh là là. Donc ça, c'est beaucoup de stress quand même à ce moment-là. C'est beaucoup de stress. Et puis, en fait, cette première année, j'ai dû voyager beaucoup. Ah ouais. Et comment t'arrivais à... Enfin, tu faisais, en fait, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Mais donc... T'allaitais pas? Alors, j'ai allaité jusqu'à 4 mois. Et puis, quand je savais que j'allais recommencer, j'ai commencé à diminuer. Et puis... Ça, je voulais pas faire. Okay. Allaiter en bossant, à un moment donné... Too much. Je veux bien qu'on peut être multifacette, mais ça, en tout cas, j'avais pas envie. Puis je me suis dit, 4 mois, c'est bien. Mais ça, c'était dur parce que du coup, il fallait le laisser. Alors, mon mari s'en occupe extraordinairement bien. Et puis, ma maman s'en est beaucoup occupée aussi. T'as un sentiment de culpabilité quand même un petit peu. Un petit peu. Et puis, de pas le voir. Oui. De juste pas être là, en fait. De pas être là, de pas être en contrôle de ce qui lui arrive. Parce que souvent...
Et puis en fait, ça, comme j'ai dû voyager, je pense sur un an, j'ai eu 9 ou 10 voyages de 2-3 jours. Hein, oui, c'est pas, oui, mais quand même. Mais quand même, en fait, j'ai pas encore fait, moi, de city trip ou de voyage sans mon fils. Oui, mais là, avec des copines, par exemple. Même encore maintenant. Oui, mais tu le fais pour le boulot. Pour le boulot. Mais parce que comme je dois le faire pour le boulot, je le fais pas pour le plaisir. Ah ouais, c'est ça. Parce qu'alors, ça fait trop. Ça fait too much. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Moi, je me dis ça. Ouais, je comprends. Je comprends ce que tu te dis. Mais maintenant, ça va, t'as appris à gérer, à lâcher. Mais je pars toujours pas sans lui. Mon fils, avec moi. Non, je comprends. Et puis, récemment, le Saint Graal. Advertiser of the Year. Ouais. Comment tu as reçu cette nouvelle c'est hyper chouette. Hein. En soi, on va pas se mentir, c'est une chouette reconnaissance. Ça aussi, c'est très chic. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais je suis quand même encore un petit peu gênée. J'étais à l'ECTA hier. Je faisais une présentation sur l'online audio et donc Thierry Mars me présentait et a dit justement et récemment machin. Et du coup, je suis devenue toute rouge encore. Oh, loulou. Non, c'est cool, c'est une super belle reconnaissance. D'autant plus, ce que j'ai partagé avant, de ce syndrome de l'imposteur, etc. Tu te dis, quand même, en fait, potentiellement, je suis reconnue. Et il y a des gens qui, finalement, ont appris à me connaître ou qui ont vu les résultats de mon travail, j'espère, et qui se sont dit, en fait, elle est bien là où elle est. Bah oui. Et c'était une envie. Est-ce que c'était un goal à un moment donné dans ta carrière? Tu te dis, Advertiser of the Year. Mais bon, comme tu te voyais en agence, tu te dis non. C'est ça. Parce que ça a été quand même très rapide. Oui. Ça fait 3 ans que tu es chez Coke? Ça va faire 4. 4. Ouais. Donc c'est ultra rapide. Oui, après, est-ce que ça a été un goal par le passé? Non, comme tu disais, parce que j'avais plutôt agence en tête. Mais je me souviens, bossant en agence, être aux amas... y voir, je pense que Miguel Aguza, j'étais dans le public. Steven, c'était pendant le Covid, donc je sais pas, mais j'ai suivi ça aussi. Enfin, voilà, José. Ouais. Mais José, j'étais déjà chez Coke à ce moment-là. Donc de nouveau, toutes des personnes aussi hyper inspirantes. Mais bien sûr. Enfin voilà, discuter. Moi, du coup, maintenant, je les connais personnellement depuis quelques années, la plupart. Et c'est des gens hyper inspirants. Et te dire qu'en fait, je le suis aujourd'hui. Et toutes les personnes qui l'ont été avant moi, Gaetano, que je ne connaissais pas jusqu'à l'année passée, personnellement, du coup, on a beaucoup échangé déjà l'année passée, avant de savoir le résultat. On s'est retrouvés à quelques événements, etc. Et tu te dis, en fait, c'est tous des gens... c'est des pointures, quoi. Ouais. Et tu te dis, allez, moi, je viens après tout ça. Et tu y es. Et j'y suis. Mais tu viens quand même. Mais grosse fierté. Ça, bravo. Merci. Félicitations. Merci. Tu es trop mignonne. Félicitations vraiment du plus profond, d'ailleurs de la part de Space, de tout le monde. Beaucoup. Je pense que si c'est pas pour rien que tu as été élu Advertiser of the Year. Qu'est-ce que ça te... Parce que du coup, c'est un très joli titre, mais c'est aussi du taf derrière. Ouais. Président du jury des amas. Ça, c'est aussi un peu de pression. C'est un peu de pression, ouais. Après, voilà. J'ai fait pas mal de jurys. J'ai participé 2 fois au jury final, quelques fois en jury d'experts. J'avais... pendant tout un temps, il y avait les Youngsters qui organisaient l'UMA. Et donc, on avait des contacts aussi avec... on était au courant de certaines choses et tout. Donc, c'est intimidant, mais en même temps, tu comprends, c'est pas de l'inconnu. Ouais, tu comprends. Voilà, je comprends. Ouais. Je connais très bien Max Bruns aussi, avec qui je vais travailler l'année prochaine. Donc, je connais bien Max. Donc, j'ai pas l'impression que j'arrive dans un truc où je me dis, je connais rien, je sais pas quoi faire. C'est un terrain inconnu. Tu te sens en sécurité. Voilà, je me sens en sécurité et je me sens à l'aise. Mais de nouveau, parce que les personnes qui bossent dedans, sont des gens que je connais, etc. Donc, mais oui, effectivement, je pense que ça c'est accompagné d'un workload pour l'année prochaine. Je sais pas exactement, par contre, jusqu'à quel point. À quel niveau c'est. Mais j'ai un petit débrief tu vas le découvrir. Qui est prévu avec Gaetano dans 2 semaines, donc il me débriefera. Ben oui. Donc non, c'est cool. Et puis voilà.
j'ai quand même envie d'y apporter ma petite graine à l'édifice et de voir comment est-ce qu'on peut, je sais pas moi, améliorer une chose ou deux, ou voir qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau, tout en respectant ce qui est déjà là, qui est génial. Enfin, voilà, mais apporter ta petite graine. Apporter ta petite graine, touche. Tout à fait. Parce que, Naomi, vraiment, ça fait 1 heure passée que je discute avec toi, mais je suis, moi, très impressionnée par ton parcours, par ce que tu dégages, par tout ce que tu viens de partager avec nous. Si toi, tu devais mettre des mots sur ton parcours, si tu devais regarder en arrière, qu'est-ce que tu dirais ? Qu'est-ce que tu vois ? Est-ce que c'est juste de la chance ? Je pense pas. Non, je pense pas. Qu'est-ce que c'est ? Alors, je pense que c'est un mix de plein de choses. Je pense qu'il y a déjà... peut-être justement cette l'ambition. Je ne sais pas si le mot est la persévérance, mais en tout cas le fait d'être engagé. Enfin, donc, si on s'engage à faire quelque chose, on le fait. Ouais. Cette notion de vouloir travailler pour justement... Comme je suis très exigeante avec moi-même, je ne me repose pas sur mes lauriers non plus. Et donc, le travail constant... Après, on ne va pas se mentir, il y a quand même aussi des opportunités qui se présentent. C'est pas que la méritocratie. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il faut se trouver parfois au bon endroit, au bon moment. Je veux dire, moi, je l'ai dit dans mon discours de remerciement, 3 personnes qui ont très fortement marqué ma carrière, Bruno, Nat et Yves, ces personnes-là, à un moment donné, c'est pas moi qui ai cherché le contact avec ces personnes. C'est juste que Bru, c'était mon prof à l'IEX, promoteur de mémoire, il m'a engagé. Et donc, lui a déjà un peu... Tracé la voie. Commencer le chemin. J'arrive chez UM, je bosse avec Nat, ça se passe hyper bien, elle me fait confiance, elle me laisse cette opportunité de grandir. Et tu la saisis. Et je la saisis. Donc, c'est un mix des deux. Ça. C'est un mix des deux, en fait. C'est des rencontres, des opportunités, c'est du travail dur. Ouais, intense. Et sûrement aussi de l'émotion, de l'humanité. Et c'est beaucoup d'humain, c'est ce que j'allais dire. Il y a des soft skills aussi dans tout ça. Oui, parce que moi, je trouve que, on est quand même... Alors, on parle beaucoup d'automatisation, d'AI, et c'est important, parce que, in fine, ça va nous aider à passer peut-être plus de temps à des choses plus riches et plus importantes. Tout à fait. Mais je suis quand même intimement convaincue qu'on reste quand même un métier de personne et d'humain, et où le relationnel est hyper important. Alors, de nouveau, je suis très chiffre aussi, très fact-based aussi, mais il y a quand même ce côté... moi, j'aime bien connaître les gens avec qui je bosse, et j'aime bien tisser des liens avec eux, et c'est peut-être pas un ami, mais j'ai énormément de respect pour lui, où on a rigolé pendant 5 minutes, et donc ça donne déjà une autre atmosphère de travail, en fait. Tout à fait. Ouais, c'est plus que quelques mots, mais... Oui, non, mais c'était très bien. J'ai 2 dernières questions. Si tu pouvais déjeuner avec n'importe qui, avec qui et ça ne doit pas forcément être business. Hein. Ça peut être quelqu'un avec qui c'est plus possible parce que cette personne n'est plus là. Tout à fait. Gabrielle Chanel. Oh, évidemment. Évidemment. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais ? Je crois que je lui dirais raconte-moi ton histoire. Je connais son histoire de ce qu'on lit, mais raconte-moi ton histoire et comment toi t'as vécu ça et waouh en fait. Wow. Je parlerai pas. Je l'écouterai. T'as des étoiles dans les yeux en me disant ça. Mais j'ai fait un entretien pour mon stage parce que avant de faire mon entretien de stage chez Cara, j'avais quand même eu le contact Chanel et j'ai quand même fait l'entretien là-bas aussi. Mais en fait, il se décidait trop tard. Il m'avait dit, on se décide à tel moment. Et moi, de nouveau, il fallait que ce soit un petit peu structuré. J'ai dit, non, alors je vais chez Cara. Mais j'avais les mêmes étoiles dans les yeux dans ce hall. Mais j'imagine bien. Et est-ce que tu es plutôt connect, dare ou grow ? Je peux... Mélange des 3. Ouais. non, parce que je pense, de toute façon, je pense qu'il faut du connect. Ouais. Il faut du connect, il faut du dare, et je pense que je dare. Mais tu dare. Oui, tu as bien la combinaison des deux apporte au grow. C'est une très belle conclusion. Voilà. Merci Naomi pour cet échange très riche, très inspirant, vraiment. Merci à toi. J'ai vraiment c'était un super moment. Merci infiniment. Merci et beaucoup. À très bientôt. À bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode de conversation. J'espère que cet épisode vous aura plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, à vous abonner et à noter le podcast en y mettant 5 étoiles par exemple sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de faire grandir le podcast. Bref, faites tout ce qui fait vibrer l'algorithme. Conversation, le podcast qui connecte le monde du média en toute décontraction.